Vie agricole vous est présentée par Maison La Prise. Maison La Prise, des maisons à haut rendement énergétique pour tous les styles, tous les budgets, conçues et fabriquées ici depuis 30 ans. Bonjour, la transformation laitière est une partie de la chaîne alimentaire entre le producteur et le distributeur. Si les doléances des producteurs sont bien connues, celles du secteur de la transformation le sont beaucoup moins. Bienvenue à la Vie agricole. Au Québec, dans le monde agricole, s'il y a bien un secteur dont on se garde de parler, c'est celui du lait. Les transformateurs laitiers ont à composer avec des règles spécifiques et internes au Canada et faire face aux changements qui surviennent suite à la signature des traités internationaux. Nous recevons sur notre plateau le PDG de la fromagerie Boivin, mais préalablement, Guy Duval, notre collaborateur, a rencontré le transformateur laitier Roger Bergeron. Roger Bergeron de la fromagerie Bergeron nous reçoit à Saint-Antoine-de-Tille. Fondée en 1989, l'entreprise se spécialise dans la fabrication de fromage. À l'époque, aucun permis de fabrication de cheddar n'est disponible. L'entreprise décide donc d'innover et d'exploiter un nouveau créneau, le Gouda. La décision est heureuse puisque le succès de la fromagerie ne se dément pas depuis. Aujourd'hui, la fromagerie ne cesse de croître. Les variétés de fromage se multiplient et les ambitions de ses propriétaires ne se limitent plus aux frontières du Québec. Nous sommes à Sainte-Croix-de-Lotbinière, à la fromagerie Bergeron, et je suis en présence de M. Roger Bergeron. Bonjour. Bonjour. M. Bergeron, vous faites plusieurs sortes de fromages. Vous faites du Gouda, vous faites la vache qui rit, je pense. Oui, on est dans les fromages Bergeron. C'est sûr qu'on est toujours dans les types de fromages de type Gouda. On va en faire de différentes... il va en avoir fumé, le calumet. On va en avoir aux épices avec le coureur des bois. On a le fameux Louis Cyr, qui est un de nos grands gagnants. C'est un Louis Cyr qu'on a fait. C'est un type Gouda, mais de vieillissement. On le fait avec des troupeaux qu'on a choisis, des producteurs qu'on a choisis qui font des laits essentiellement au foin sec. Donc, on a un lait d'une meilleure qualité pour faire un fromage de garde. Justement, ce qu'on voulait avec le Louis Cyr, c'est démontrer notre capacité de fromager parce qu'on a toujours été, depuis le début avec notre père, des très bons fromagers. Et le Louis Cyr, ce qu'on voulait, on voulait faire un gagnant. Puis on voulait faire aussi un fromage dans le futur. Peut-être, si on était capable d'exporter, ça serait lui qui pourrait être exportable parce que c'est à la hauteur des Bimster ou des grands Gouda de vieillissement. Vous traitez combien de litres par année de lait? Et puis quel impact que ça peut avoir pour les producteurs laitiers? Écoutez, c'est ça, une petite fromagerie, une fromagerie de taille moyenne. Au Canada, il n'en reste plus beaucoup. Il faut comprendre que dans le secteur, il y a 3 grands géants, Gros Pur, Lactalis et Saputo. Le reste, après ça, des fromageries de taille moyenne comme la mienne, au Canada, il en reste peut-être une quinzaine. On est à peu près, on va être au-dessus de 30 millions de litres de lait fabriqués, ce qui va pratiquement équivaloir à une soixantaine de fermes qu'on va transformer le lait à chaque année. Il faut comprendre aussi que le fait qu'on fait des fromages fins, on paye un lait plus cher aux producteurs, donc c'est une création de richesse pour les producteurs. On a ici à peu près 300 employés temps plein, temps partiel, mais il faut comprendre aussi qu'on a un payroll d'1,5 million de dollars. Donc, il faut penser que dans une région comme ça, c'est 1,5 million chaque année qui est déversé à la population qui permet de faire rouler l'économie. Donc, c'est une industrie intéressante, puis je crois qu'il faut aider dans les prochains défis à monter. On parle des accords internationaux avec le Mexique et les États-Unis, puis en plus, on a les accords avec l'Europe, le 17 800 000 tonnes qui s'en vient ici. Quel impact que ça peut avoir sur la fromagerie? C'est un impact majeur, étant donné que nous, on est dans la fabrication de fromage fin, surtout l'entente européenne. C'est sûr que ça donne accès à des fromages européens, des fromages Gouda. Il faut comprendre aussi que notre gestion de l'offre, c'est une particularité unique au monde. Ça fait le fait que le gouvernement n'intervient pas dans l'aide agricole, bien,
on avait misé en bloquant les entrées de fromage, bien, on a un lait plus cher. Et là, bien, quand vous donnez l'accès à plus de fromage, bien, la gestion de l'offre va falloir qu'elle soit remodifiée parce que nous, on se fait attaquer nos marchés sans avoir un lait compétitif, sans vraiment être capable de répondre à la compétitivité. Est-ce que vous avez des quotas d'importation de fromage? Oui, j'ai été un qui a demandé des quotas d'importation parce que, écoutez, ce fromage-là, ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'on est obligé de l'importer. Et moi, je me suis dit, bien, s'il est pour rentrer, le fromager Bergeron s'est positionné à dire, bien, tout aussi bien d'être un joueur de l'importation, puis de le faire rentrer, puis de participer à ça que d'essayer de le combattre ou de perdre des parts de marché. Fait que les parts de marché que je vais perdre dans le Canadien, bien, je vais essayer d'être un joueur de l'importation. Sauf que là, en ce moment, je trouve qu'on n'a pas eu assez accès à des quotas. Les chaînes en ont eu une partie, les distributeurs, les fromageries en ont une partie, mais les fromageries sont celles qui sont les plus touchées. Parce que nous, souvent, en épicerie, quand un fromage d'importation entre en épicerie, en tablette, vous avez vu la largeur des épiceries, ils ne vont pas les mettre plus larges. À un moment donné, s'ils ont 40 SKU, ils ont 40 SKU. Bien, s'il y avait 25 SKU canadiens, bien, puis maintenant, il y en a juste 15, bien, ils vont l'enlever. C'est pour ça que les plus touchés, c'est nous, parce que si on n'est plus sur tablette, on ne peut plus être présent, bien, comment voulez-vous qu'on vende? Donc, c'est pour ça que notre argumentaire pour avoir les quotas, bien, c'était que c'est nous les plus touchés. Fait que là-dessus, ce qu'on pourrait dire, c'est que ça serait important qu'on ait des meilleurs accès à des plus grands volumes d'importation. Monsieur Roger Bergeron, propriétaire de la fromagerie Bergeron, merci beaucoup pour l'entrevue. Merci, ça me fait plaisir. Alors messieurs, bonjour. Luc Boivin, PDG de la fromagerie Boivin. Yann Turmine, notre expert qui nous suit tout au long de la série. Agronome et également entrepreneur agricole. On est content de vous avoir. On était à Saint-Bernard-de-Beauce il y a peu pour parler du lait et de la production du lait dans un thème « Y a-t-il un avenir pour le monde du lait ?» Aujourd'hui, on veut s'attarder à la transformation laitière. C'est pour ça que nous avons Luc Boivin avec nous. On veut comprendre les défis qui attendent les transformateurs laitiers. Mais la première question, j'aurais envie de vous te poser, Luc. Pourquoi les producteurs se plaignent toujours du bas prix du lait, puis que d'un autre côté, les transformateurs se plaignent toujours du trop élevé prix du lait? Oui. Qui se plaint trop, en fait? Qui se plaint trop? C'est une très bonne question. Puis les gens comprennent mal comment le système fonctionne. En fait, la gestion de l'offre est très complexe. Puis au niveau des transformateurs, les transformateurs vont payer le lait à un prix différent en fonction du produit transformé. Donc, il existe beaucoup de classes de prix au Canada en fonction des produits qu'on va transformer. Donc, le lait de consommation, le yogourt, les différents types de fromage, le beurre, la poudre, la crème glacée. C'est-à-dire que si tu fais un fromage de spécialité, oui, tu vas te trouver à payer ton lait plus cher que si tu faisais du beurre. Exactement. Donc, le producteur de lait, lui, va trouver un prix qui va se situer dans la moyenne, puis le prix va fluctuer d'un mois à l'autre parce que, bon, on ne fabriquera pas toujours le même ratio des différents produits. Est-ce que ça veut dire qu'au Québec, on est mieux de faire des produits de commodité que des produits de spécialité? Bien, c'est un grand débat parce que les producteurs de lait ne font pas le choix de vendre leur lait, vendre moins de lait à un meilleur prix. Ils font le choix de vendre l'ensemble de leur lait dans un ensemble de catégories de produits qui va lui donner un revenu moyen pour le lait selon les produits fabriqués. Donc, au cours des dernières années, ce qu'on a vu, bien, avec l'augmentation, par exemple, de la consommation de beurre et de crème glacée, on a vu une augmentation du lait vendu moins cher pour le blend à la ferme. Puis ça, à la fin bien, de l'exercice, c'est quand le blend ou le prix à la ferme est trop bas, bien, il y a un exercice qui est fait par la Commission canadienne du lait qui va s'assurer que le producteur de lait à la ferme va avoir un revenu adéquat. Puis à ce moment-là, va décréter des augmentations des prix selon les catégories de produits laitiers. Puis dans ce cas-ci, bien, c'est les produits laitiers en lait de consommation, en yogourt et en fromage qui vont supporter l'augmentation des prix pour supporter d'autres produits qui sont de commodité puis qui vont être influencés par les prix internationaux.
Toi, Yann, qui est proche des producteurs laitiers de par ton expérience professionnelle, est-ce que tu aurais la même lecture en disant que finalement le producteur vend son lait trop cher pour du fromage de spécialité? Alors, un producteur, il y a une paye de lait qui est assez compliquée. Je suis pas très... il y en a beaucoup d'ailleurs qui ne la maîtrisent pas au complet. Ça, c'est une réalité. Deux, les producteurs... Un producteur qui vend son lait, il ne sait pas où c'est que son lait s'en va. La seule place qui sait où c'est qu'il s'en va, c'est dans le camion de lait, dans le truck qui débarque chez eux. Lui, le producteur, ce qu'il veut, c'est avoir un prix moyen qui fait en sorte que sa ferme est rentable. C'est ce que je comprends. Oui, mais il y a très peu d'incitatifs. Les seuls incitatifs qu'un producteur a sur la qualité de son lait, d'améliorer son sort, là. On lui paye sa quantité en litres. On va lui payer sur le contenu en gras, puis on va lui payer sur le contenu en protéines. Puis il peut y avoir des différences jusqu'à 10 $ pour 100 litres, dépendamment comment il y a plus de gras ou moins de gras, plus de protéines ou moins de protéines. La personne peut jouer sur à peu près 10 $ l'hectolitre. Mais quand le producteur, on dit ça paye de lait, parce que pour expliquer, c'est que le producteur, on dit ça paye de lait, c'est pas un salarié le producteur à la base, mais ça l'est un peu parce qu'il reçoit une paye de son syndicat, c'est ça? Mais là-dessus, il paye pour son transport, il paye pour sa publicité, il paye pour pas mal pour l'administration. Bien, il reçoit ce qui est payé en fonction de ce que je vous ai expliqué. Puis après ça, il y a des retenues pour le transport, la recherche, la publicité et tout ça. Bon, maintenant, on peut discuter que c'est-tu trop, c'est-tu pas assez, là, gars, ça, c'est un autre débat, là. Mais il y aura toujours ce genre de frais-là, là. Mais quand le producteur dit que son lait n'est pas assez cher, des fois, ça ne veut pas dire grand-chose, là. Puis, Luc, dans les plaintes qui sont faites auprès des gouvernements, bon, on a vu les producteurs s'organiser pour se plaindre, obtenir peut-être pas forcément de l'argent, mais des promesses de recevoir de l'argent pour l'instant. Au niveau des transformateurs, il y a des revendications qui sont faites aussi au gouvernement? Il y a des revendications, mais malgré les promesses gouvernementales, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu aucune compensation, il n'y a pas aucune aide qui a été adressée aux transformateurs, sauf un fonds d'investissement de 100 millions, mais qui a été saupoudré sur l'ensemble de l'industrie, qui n'a pas été adressé à ceux qui ont été impactés par la première vague d'importation, parce que le gouvernement a signé 3 ententes, une entente avec l'Europe, une entente avec le Pacifique, puis une entente avec les Américains. L'entente avec l'Europe a coûté à l'industrie quelque chose comme 350 millions pour l'industrie fromagère, puis le gouvernement a préféré mettre 100 millions sur l'ensemble de l'industrie laitière. Donc, même des joueurs dans la crème glacée, dans le lait de consommation, dans le beurre poudre ont reçu de l'argent, puis il y a des fromageries qui ont reçu aucun montant, puis ça fait partie des complaintes qu'on a, nous, au niveau de l'industrie. C'est prévisible que les importations représentent un trop gros volume pour la capacité du marché canadien à absorber ce volume-là. Donc, c'est clair qu'au niveau de la transformation laitière, l'industrie va se gouverner en fonction d'une consolidation pour essayer de chercher de l'efficacité, essayer de chercher à compétitionner ces produits importés-là avec un coût du lait qui est plus élevé. Pas parce que les producteurs de lait au Canada sont nécessairement moins efficaces, mais parce que les autres pays dans le monde vont subventionner indirectement, différemment, leur production laitière, ce qui fait en sorte que, oui, les produits laitiers vont réussir à entrer au Canada, soit par dumping ou par avantage économique sur le coût de la matière première, à un prix plus bas que nos produits laitiers au Canada. Puis on le voit, là, au niveau du Suisse, par exemple, il va rentrer au port de Montréal du Suisse ou de l'Emmental à 7,50 le kilo, qui ne couvre même pas le coût du lait pour une usine de fabrication de fromage suisse au Canada, qui va avoir un coût du lait avoisinant les 9,50 le kilo pour produire un fromage suisse. Puis ça a un impact à la ferme parce que présentement, le système, la manière qu'il fonctionne, c'est que quand les producteurs de lait veulent augmenter leurs revenus, la CCL va décréter des augmentations. Mais devant ces importations-là, pour les transformateurs, compte tenu qu'on est déjà de la difficulté avec la compétition, on va avoir beaucoup de difficultés à accepter dans le futur des augmentations décrétées par la CCL parce que ça va nous rendre encore moins compétitifs vis-à-vis des marchés mondiaux. Fait qu'on est pris dans un marché contrôlé, une forme de monopole, mais en contrepartie, la compétition internationale, elle, fonctionne avec des règles de marché qui nous protègent beaucoup, beaucoup moins. Yann et Luc, on va profiter de votre présence pour aller plus loin un petit peu sur les traités internationaux parce que
À la lecture des journaux généralistes, quand on voit les traités internationaux, ça nous est vendu comme un libre-échange qui est bénéfique pour l'ensemble de l'économie mondiale. C'est en partie vrai. Puis quand on écoute dans le monde agricole les producteurs qui se plaignent en disant non, les traités internationaux, ça nous nuit parce que finalement, ça nous met en compétition avec une autre agriculture qui, des fois, a moins de conditions environnementales à respecter. Et les transformateurs qui disent ben non, on nous importe des produits qui coûtent pas mal moins cher. Donc tout le monde, finalement, dans le monde agricole, se plaint un peu des traités internationaux. Mais j'aimerais ça que vous nous expliquiez, pour se mettre à la place du consommateur et du téléspectateur, finalement, le consommateur, lui, se dit ben, les traités internationaux, ça m'amène quand même une certaine diversité, puis ça me fait plus de choix à l'étalage. Vous répondez quoi, vous, à ça? Bien, ils ont en partie raison. On ne peut pas dire que les fromages européens sont mauvais. Il y a d'excellents fromages en Europe qui sont sur nos tablettes. Mais de prétendre que nos fromages sont de beaucoup meilleurs, non. On a des excellents fromages, mais les produits européens qui vont rentrer sur nos tablettes sont bons. Oui, la diversité augmente. Mais ces ententes-là n'ont pas été... on ne se bat pas sur les mêmes armes. Si on regarde au niveau du coût de la matière première, à partir du moment où on paie notre lait plus cher, puis que le produit est peut-être un petit peu moins bon en Europe, mais beaucoup moins cher. Parce que parfois, bien, il y a le coût du lait, mais il peut y avoir aussi un dumping qui va être fait par les transformateurs du côté de l'Europe. Donc, en tant que transformateur, le point principal qui te dérange dans l'arrivée de fromage étranger, c'est le prix du lait qui n'est pas le même ici versus en Europe. Bien, c'est le prix du lait, puis aussi de la façon qu'on s'y est pris. Parce que les fromages européens qui rentraient auparavant, les importateurs, parce que la quantité était raisonnable, se prenait une marge de profit correcte, ce qui faisait en sorte que le fromage arrivait ici, il faut payer les coûts de transport, il faut payer l'importation, les frais. Ça venait donner une place aux produits importés à un prix qui était quand même proche de celui des produits canadiens. Fait que là, au même moment, on a dit, OK, on double la quantité venant d'Europe, mais en plus, on va augmenter votre prix du lait parce que, bon, il faut augmenter le revenu à la ferme. Puis aussi, l'offre dans le marché, les importateurs ont baissé leur marge. Donc, le produit européen est rentré à des prix beaucoup plus compétitifs. Il y a comme eu un dumping qui s'est fait parce que là, les joueurs européens ont vu tout à coup une manne dans le marché canadien puis ont fait des efforts de commercialisation supérieurs. Fait que là, on se ramasse dans un marché canadien où, tout à coup, l'espace consacré au fromage importé a augmenté au détriment de l'espace pour les fromages d'ici. Puis ça, il faut se battre. Puis on se bat comment quand on veut se battre pour garder notre place? On se bat en réduisant nos marges. Donc, l'impact, même si le volume n'est pas 50 de la production canadienne, on parle d'un impact qui avoisine les 10 Ce 10 %-là a fait très mal aux fromageries parce que ça nous a forcés, pour garder notre place, à réduire nos marges. Puis on n'a pas pu se tourner vers les producteurs de lait pour demander aux producteurs de lait une baisse des prix pour nous aider à être plus compétitifs. On n'a pas eu d'aide de personne. Donc, quand on dit au niveau de la transformation, est-ce qu'on a été impacté? Clairement. Puis est-ce qu'on a eu de l'aide? Clairement pas. Okay. Toi, Yann, en tant qu'agronome et entrepreneur agricole qui voit ça un peu comme observateur, un peu de l'extérieur, mais quand même très proche des producteurs laitiers de ton métier, c'est quoi la lecture que tu fais? Puis tu répondrais quoi à un consommateur qui te dit, ben oui, mais moi, le produit importé, ben, il correspond à une certaine diversité qui fait mon affaire? Bien, moi, je pense que les traités internationaux qu'on est en train de signer, c'est un scandale. Les producteurs ont bien raison de se plaindre. Il ne faut jamais oublier que la production laitière, mais c'est pas rien que la production laitière, c'est aussi le niveau des transformateurs, que ce soit à peu près dans n'importe quoi. Ce qu'on appelle un coût social. On s'est donné des normes sociales, des lois. Ici, l'esclavage, là, c'est interdit, en passant. Dans nos voisins du Sud, là, la grande majorité de la main-d'œuvre agricole, c'est des immigrants illégaux. C'est un esclavage moderne, là. Faut dire ce qui est, là. Vous allez sur une ferme aux États-Unis, là, puis je vous parle pas du Guatemala, je vous parle pas du Brésil, je vous parle des États-Unis, là, la plus grande puissance mondiale. C'est les fermes américaines. La grande majorité des travailleurs n'ont pas de papier, c'est des illégaux. Plusieurs États, pour la main-d'œuvre agricole, n'ont pas de salaire minimum. C'est tout juste si les gens sont payés avec de la nourriture. Donc, la compétition qu'on vit en Amérique du Nord sur le prix du lait vient aussi du fait que notre main-d'œuvre, en fait, ici, coûte plus cher que la main-d'œuvre. Regardez, là, c'est pas compliqué à comprendre. Si j'ai une ferme puis je peux me permettre d'avoir des employés qui me coûtent à peu près le logement puis 2 sacs de riz ou 2 sacs de patates par mois, bien, c'est sûr que mon prix du lait, là, je peux me permettre de le vendre 10 $ de l'hectolitre de moins. Les règles environnementales, on a des règles environnement sévères. Puis je critique pas les règles. Ce que je critique, c'est qu'on ouvre nos frontières à des produits
C'est qu'il n'y a pas la réciprocité pour les produits qui arrivent. C'est un marché de dupes. Alors ça, là-dessus, il faut être un peu conséquent. Là. Moi, je pense que le système qu'on a eu au Canada est un système qu'on protège notre marché intérieur avec un certain nombre de règles que les producteurs doivent respecter. Si aujourd'hui, on ouvre les frontières, attendez-vous que les gens ne se laisseront pas mourir, ils ne respecteront plus certaines lois. Et avec raison. Et tranquillement, on va perdre les gains sociaux. Là. Or, moi, les traités internationaux... Les règles actuelles du Canada qui sont en fait, liées à la gestion de l'œuf, qui permettent effectivement un certain prix maintenu à la ferme, mais qui semblent bloquer les transformateurs par rapport à un prix moindre pour les produits de spécialité, ça reste que c'est un système qui maintient l'agriculture au Canada et notamment au Québec dans le monde du lait, mais est-ce qu'elle devient aussi un blocage jusqu'à un certain point pour évoluer vers de nouveaux marchés, Luc? Bien, la gestion de l'offre est un bon système. C'est un système qui a amené beaucoup de stabilité dans l'industrie, beaucoup de stabilité aussi dans l'approvisionnement en produits laitiers au Canada, une certaine gestion de la qualité. Il y a quand même des côtés un peu qui doivent être réformés, selon moi. Un exemple, c'est qu'on va livrer le lait au même prix, peu importe l'usine va être positionnée où. On ne favorisera pas les bassins laitiers. On ne favorise pas une proximité entre le transformateur et le producteur sur des types de lait particuliers. On n'a pas beaucoup de choix au Canada. On a un lait biologique puis on a un lait traditionnel. Le reste, pas beaucoup de possibilités d'aller avec des fourrages exclusifs ou des choses comme ça, à moins de payer des gros prix puis à moins de bâtir quelque chose qui est assez compliqué. Il va falloir chercher une façon de se réinventer, puis aussi regarder est-ce que c'est tous les producteurs qui veulent faire du beurre poudre, faire du lait pas cher. Il y en a qui sont prêts à le faire, il y en a qui sont très efficaces, performants, qui veulent de la croissance. C'est pas le cas de toutes les fermes. Puis est-ce qu'on doit protéger le transformateur? Moi, je pense que la loi de la CCL doit être modifiée pour tenir compte de l'ensemble de la chaîne. On dit, bon, la transformation est un partenaire. Présentement, la CCL n'a pas pour mandat, n'a pas pour mission de protéger les transformateurs laitiers au Canada. On ne fait pas partie de l'équation, on est consulté seulement, mais moi, je pense que ça doit changer parce que si on veut assurer qu'il y ait des produits laitiers au Canada, qu'il y ait des fermes encore au Canada, puis une industrie, autant au niveau de la production que la transformation de qualité, il va falloir que le partenariat soit établi plus grand. Puis l'autre chose, c'est au niveau du consommateur, protéger le consommateur au niveau de la distribution. Parce que le consommateur a très peu de pouvoir pour aller chercher le bénéfice des économies qui pourraient être adressées par la production et la transformation au niveau de la grande distribution. La grande distribution, présentement, je vous dirais que c'est elle qui va chercher la majorité du pacta, la grosse part des revenus qui est associée à la mise en marché des produits agricoles. L'autre élément que j'aimerais ça que vous nous parliez, c'est aussi l'esprit du terroir. Parce que les consommateurs, puis les téléspectateurs qui nous écoutent, eux, d'abord, ils aiment les terroirs. Puis on l'a vu dans la COVID-19, dans la pandémie actuelle, où on se rend compte que les gens s'intéressent à l'agriculture de proximité. On a un ministre actuellement au Québec qui est très, très fort sur l'agriculture de proximité. Donc ça appelle à se dire, peut-être que les gens, ils veulent des produits par région. Donc peut-être que les gens, ils voudraient une glace de telle région ou un lait de telle région, un lien entre tel producteur et telle laiterie. Mais le système ne permet pas ça parce que, Luc nous le disait tout à l'heure, le lait, on le ramasse partout, puis on le ramène dans le même camion, dans la même citerne. Est-ce qu'on peut adapter le système ou c'est irréaliste? Écoute, c'est réaliste de penser qu'on peut le faire, mais c'est plus difficile que, par exemple, une coopérative laitière qui va transformer directement, comme ça se fait aux États-Unis. Les coopératives laitières vont aller chercher du lait, puis s'ils veulent un cahier de charges particulier, ils vont l'imposer à leurs membres pour pouvoir transformer leur lait dans des produits à valeur ajoutée. Puis bon, si tu ne fais pas un lait de cette qualité-là, je ne te le paierai pas ce prix-là, puis je vais te le payer pour faire du beurre poudre. Puis si tu veux avoir un bon prix, bien, force-toi puis fais un lait de qualité. Au Québec, ce qu'on va faire, c'est que tout ce lait-là va être mélangé ensemble. On va recevoir un blend du lait. Tu peux avoir dans un rang un excellent lait puis un très mauvais lait. Les deux vont être mélangés ensemble. Puis ça, bien, il y a quand même beaucoup d'efforts. On regarde la qualité du lait à la ferme au niveau des comptes bactériens. Ça s'est beaucoup amélioré, mais on va protéger l'ensemble des producteurs, puis il n'y aura pas de ségrégation qui va être faite là.
Yann, toi, sur les terroirs et l'appellation de l'origine contrôlée pour le lait, est-ce que tu crois à ça, toi, des producteurs qui s'entendraient dans une région avec une laiterie pour développer des produits? Moi, je vais même plus loin que ça. C'est l'avenir. Si on ne va pas là, la production laitière va tranquillement disparaître, carrément, là. La raison est simple. On est dans un pays occidentaux, nos goûts se raffinent. Si on pense qu'au Canada, on va être compétitif mondialement sur de la commodité, c'est impossible. Et de plus, les prochains compétiteurs, c'est même pas le lait américain, c'est même pas le lait qui vient de nulle part. Ça va être des sous-produits artificiels de lait qui vont remplacer la protéine. Les méthodes CRISPR et compagnie. Ça existe déjà. Si on ne compétitionnera pas un gros fermenteur, aussi qu'on produit des produits artificiels qui vont être exactement identiques à des produits laitiers. Alors, je pense que la survie même du système, la survie même des fermes, puis même des fromagers, ça va être justement d'aller de plus en plus sur des produits de terroir. C'est pas la question est-ce qu'on peut, on doit le faire. C'est si le système ne se réforme pas, il va mourir. Comme les calèches, là. J'aurais bien, il y a 100 ans, le gars aurait pu faire le meilleur fouet au monde, là. Il a disparu parce que l'automobile est arrivé. Mais là, on est exactement à ce moment-là. Il y a des nouveaux produits qui arrivent que si on ne répond pas au goût du consommateur d'avoir des produits plus fancy, si on ne trouve pas le moyen de le faire, regardez, on va se faire envahir par autre chose. Merci, messieurs. Il est important, lorsqu'on parle d'un secteur d'activité, d'analyser tous les maillons de la chaîne. C'est ce que nous venons de faire avec le secteur du lait. Y a-t-il un avenir pour le monde du lait? Assurément oui, mais un débat s'impose pour une meilleure synergie. Merci et au plaisir. La vie agricole vous a été présentée par Maison La Prise. Maison La Prise, des maisons à haut rendement énergétique pour tous les styles, tous les budgets, conçues et fabriquées ici depuis 30 ans.